Le millionnaire avait passé sa commande en allemand uniquement pour l'humilier. La serveuse sourit en silence. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle parlait 7 langues, et l'une d'elles allait changer sa vie pour toujours. Le restaurant L'Étoile d'Or brillait de tout l'éclat de l'opulence. Des lustres de cristal pendaient du plafond comme des constellations artificielles, projetant des étincelles sur des nappes de soie blanche et des couverts d'argent poli. C'était le genre d'endroit où les puissants venaient célébrer leur pouvoir, où l'argent parlait plus fort que les mots et où des personnes comme Hélène Dubois étaient invisibles. Hélène marchait entre les tables, le plateau parfaitement équilibré sur sa main droite. Elle travaillait là depuis des mois, toujours avec la même routine, arriver tôt, nettoyer, servir, sourire et rentrer chez elle avec les pieds endoloris et la fierté intacte, car c'était la seule chose que personne ne pouvait lui enlever. Sa fierté, ce soir-là, le restaurant était particulièrement bondé. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités locales, tous riaient, trinquaient, ignorant complètement ceux qui les servaient comme s'ils étaient des fantômes en tablier. Hélène s'arrêta un instant près de la cuisine, respirant profondément. Le chef Auguste Pelletier l'observa depuis son poste, remarquant quelque chose dans son expression. « Tu vas bien, petite ?» demanda-t-il avec cette voix grave qui sonnait toujours comme une étreinte. « Oui, chef, c'est juste une longue nuit. Toutes les nuits sont longues quand tu travailles pour des gens qui croient que l'argent les rend meilleurs que toi. » Auguste essuya ses mains sur son tablier. « Mais souviens-toi de ce que je dis toujours. La dignité n'a pas de prix. Et tu as plus de dignité dans un doigt qu'ils n'en ont tous ensemble dans leur portefeuille. » Hélène sourit légèrement. Auguste était l'un des rares à la traiter comme une personne dans cet endroit. Les autres, y compris certains collègues, la voyaient comme la fille silencieuse qui ne se plaignait jamais, qui acceptait les pourboires misérables et les regards méprisants, sans dire un mot. Ce que personne ne savait, c'était pourquoi elle se taisait. Ce que personne n'imaginait, c'était ce qu'elle cachait derrière ses yeux sombres qui observaient tout avec une intensité que peu remarquaient. La porte principale s'ouvrit avec ce son particulier qui annonçait l'arrivée de quelqu'un d'important. Hélène se retourna instinctivement et vit entrer 2 hommes. Le premier était plus âgé, les cheveux grisonnants, parfaitement peignés en arrière, un costume qui coûtait probablement plus que le salaire annuel d'Hélène. Il marchait avec cette arrogance naturelle de ceux qui n'ont jamais eu à se soucier de rien dans la vie. Le second était plus jeune, être une trentaine d'années, avec cet air d'héritier qui sait que le monde lui appartient de droit. Tous 2 riaient de quelque chose, tandis que le gérant du restaurant courait pratiquement vers eux. « Monsieur Delacroix, quel honneur de vous avoir avec nous ce soir. Votre table préférée est prête. » Maximilien Delacroix. Hélène avait entendu ce nom maintes fois. Il était propriétaire d'une chaîne de restaurants de luxe dans toute la région. Investisseur immobilier, et selon les rumeurs, un homme qui aimait humilier ceux qu'il considérait inférieurs, ceux qui, à son avis, étaient pratiquement tout le monde. « Sophie !» La gérante s'approcha d'Hélène avec une expression tendue. « Il faut que tu t'occupes de la table 7. Ce sont les Delacroix. La table 7, mais c'est toujours Marc qui s'en occupe. Marc est occupé et ils viennent d'arriver. Vas-y maintenant. » Hélène sentit un nœud se former dans son estomac, mais hocha la tête sans protester. C'était son travail, et elle avait besoin de ce travail plus que quiconque dans ce restaurant ne pouvait l'imaginer. Elle s'approcha de la table où les 2 hommes étaient déjà assis, riant toujours d'une blague privée. Quand Hélène arriva, aucun des 2 ne la regarda. C'était comme si elle faisait partie du mobilier. « Bonsoir, messieurs. Bienvenue à l'Étoile d'Or. Mon nom est Hélène, et je serai votre serveuse ce soir. Puis-je commencer par vous offrir quelque chose à boire ?» Maximilien leva enfin les yeux, mais pas pour la regarder dans les yeux. Il la scruta de haut en bas avec ce regard qu'Hélène connaissait trop bien. Le regard qui évaluait, qui jugeait, qui rejetait en quelques secondes. « Regarde, Cédric, » dit-il à l'homme plus jeune, son fils, si Hélène se souvenait bien, qu'ils sont gentils de nous envoyer la plus jolie. Cédric laissa échapper un petit rire, bien qu'elle ne sache probablement même pas lire le menu. N'est-ce pas, père? Tous 2 rirent. Hélène garda son sourire professionnel, même si intérieurement elle avait l'impression que des aiguilles lui transperçaient la poitrine. Elle avait appris à supporter ce genre de commentaires. Elle avait appris que répondre ne faisait qu'empirer les choses. « Que désirez-vous boire ?» répéta-t-elle d'une voix calme. Maximilien prit le menu et fit semblant de l'étudier avec une attention exagérée. Puis il regarda son fils avec un sourire qui n'augurait rien de bon. « Tu sais, Cédric, ça fait longtemps que je ne me suis pas amusé. Cette fille a l'air du genre qui a à peine terminé le lycée. Je parie qu'elle ne sait rien d'autre que par ici, monsieur, et merci pour le pourboire. Père, ne sois pas cruel, dit Cédric avec une fausse compassion. Elle sait sûrement compter. Comment calculerait-elle autrement les pourboires que nous ne lui donnons jamais? Plus de rire. Hélène serra le stylo dans sa main avec tant de force que ses jointures blanchirent. Mais son visage resta impassible. Et puis Maximilien fit quelque chose qui allait tout changer.
Il se pencha en avant avec ce sourire de prédateur qu'il utilisait lors de négociations de plusieurs millions d'euros et commença à parler en allemand. Pas n'importe quel allemand, un allemand formel, technique, délibérément complexe. Ich möchte eine Flasche von eurem teuersten Wein bestellen, aber ich bezweifle, dass dieses arme Mädchen überhaupt versteht, was ich sage. Wahrscheinlich denkt sie, ich spreche Chinesisch. Hélène entendit clairement chaque mot, chaque nuance désobligeante. Il avait dit qu'il voulait une bouteille du vin le plus cher, mais qu'il doutait que cette pauvre fille comprenne ce qu'il disait. Il pensait probablement qu'il parlait chinois. Cédric éclata de rire, frappant la table de la paume de sa main. « Père, tu es terrible. Regarde son visage. Elle n'a aucune idée de ce que tu as dit. » Bien sûr que non. Maximilien se pencha en arrière dans sa chaise, visiblement satisfait de lui-même. Ces gens savent à peine le français. L'allemand, s'il vous plaît, il faudrait une vraie éducation pour ça, une qu'elle n'a clairement jamais eue. Hélène resta immobile. Son cœur battait fort, mais pas de honte. C'était quelque chose de différent, quelque chose qu'elle avait appris à contrôler pendant des années de pratique, car Hélène avait bel et bien compris chaque mot, chaque insulte déguisée en langue étrangère, mais elle ne dit rien. Pas encore. Tu vois, Maximilien la désigna comme si elle était un spécimen d'étude. Elle ne cligne même pas des yeux. Elle pense probablement à la série télévisée qu'elle regardera quand elle rentrera dans sa misérable petite maison. Hélène respira profondément. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit comme un écho du passé. Le vrai pouvoir n'est pas de montrer ce que tu sais, mais de savoir quand le montrer. Madame Colette, sa grand-mère, la femme qui lui avait appris tout ce qu'elle savait, la femme qui pendant des décennies avait travaillé comme traductrice pour des ambassades, mais qui n'avait jamais reçu de reconnaissance officielle parce qu'elle n'avait pas de diplômes universitaires. La femme qui parlait 9 langues couramment et qui avait transmis ce don à Hélène dès son enfance. 7 langues. Hélène parlait 7 langues avec une fluidité parfaite. Allemand, anglais, portugais, italien, mandarin et bien sûr français. Chacune apprise dans la cuisine de sa grand-mère, lors des longues nuits à écouter des enregistrements, dans les livres usés que sa grand-mère gardait comme des trésors. Mais personne ne le savait parce qu'Hélène avait appris que dans un monde qui jugeait sur les apparences, montrer ses cartes trop tôt était une erreur fatale. Bon, Maximilien repassa au français avec une expression ennuyée. Puisqu'il est évident que tu ne comprends rien d'utile, je vais te le dire simplement. Apporte-nous une bouteille du Château Margaux 2005 et qu'elle soit à la bonne température, si tant est qu'ici on sache ce que cela signifie. Bien sûr, monsieur, je reviens tout de suite. Hélène se retira d'un pas mesuré, son esprit traitant tout ce qui venait de se passer. Ce n'était pas la première fois qu'on l'humiliait, ce ne serait pas la dernière, mais quelque chose dans la cruauté délibérée de cet homme, dans son besoin de se sentir supérieur en utilisant une langue qu'il croyait qu'elle ne comprenait pas, alluma quelque chose en elle. Dans la cuisine, Auguste l'attendait avec une expression inquiète. « J'ai vu ton visage quand tu es revenu. Qu'est-ce que ces types t'ont fait? Rien que je n'ai déjà entendu. Hélène, tu n'as pas à supporter ça. Il y a d'autres boulots. Il n'y a pas d'autre boulot qui paie assez pour les médicaments de ma grand-mère, chef. Vous le savez. » Auguste soupira. Il connaissait la situation d'Hélène. Il savait que sa grand-mère était malade, que les factures médicales s'accumulaient, qu'Hélène travaillait en double poste pour survivre. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?» Hélène hésita un instant. L'aîné a parlé en allemand. Il pensait que je ne comprendrais pas. Il a dit des choses horribles sur moi. Les yeux d'Auguste s'écarquillèrent. Et toi, j'ai compris chaque mot. Un silence pesant s'installa entre eux. Auguste connaissait certaines choses sur Hélène que d'autres ne savaient pas. Il savait qu'elle était différente, spéciale d'une manière qu'elle n'expliquait jamais complètement. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Hélène prit la bouteille de vin que Maximilien avait commandée et la plaça sur le plateau. « Pour l'instant, mon travail. Après, on verra. » Elle retourna à la table avec la bouteille, la montrant à Maximilien comme le dictait le protocole. Il la regarda à peine, faisant un geste dédaigneux de la main pour qu'elle serve. Tandis qu'Hélène versait le vin avec une précision parfaite, Maximilien parla à nouveau en allemand à son fils. Sie die Rierendan, roh und abgenützt. Das ist das Leben der Unterschicht. Arbeiten bis sie sterben, ohne jemals etwas Wichtiges zu erreichen. Il commentait les mains d'Hélène, disant qu'elles étaient rêches et usées, que c'était la vie de la classe inférieure, travailler jusqu'à la mort sans jamais rien accomplir d'important. Cédric hoch à la tête, Adjutant dans la même langue. Wenigstens hat sie ein hübsches Gesicht, wahrscheinlich das einzige, was sie am Leben hat. Au moins, elle a un joli visage, c'est probablement la seule chose qu'elle a dans la vie. Hélène finit de servir, gardant son expression neutre, mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Une décision se formait, une qu'elle avait évitée pendant des années, mais qui semblait maintenant inévitable. « Désirez-vous commander le dîner ?» demanda-t-elle en français parfait. « Apporte le meilleur que tu aies, dit Maximilien. Il ne regarda même pas le menu.
Et j'espère que c'est vraiment le meilleur. Je connais les propriétaires de cet endroit. Une erreur et tu te retrouves sans travail. Compris, monsieur. Hélène se retira à nouveau, mais cette fois elle s'arrêta dans un coin du restaurant où elle pouvait observer la table sans être vue. Les Delacroix continuaient à rire, parlant en allemand d'affaires, de personnes qu'ils avaient ruinées, d'employés qu'ils avaient licenciés pour le plaisir. Et puis elle entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Maximilien mentionna le nom d'un hôpital, le même hôpital où sa grand-mère était traitée. Il parla d'un investissement qu'il envisageait, de la façon dont il prévoyait d'acheter une partie de l'hôpital et d'optimiser les coûts, ce qui, dans son langage, signifiait réduire les services pour les patients qui ne pouvaient pas payer des traitements de luxe. Die Alten und Kranken, die sich keine Privatversicherung leisten können, sind sowieso eine Last für das System, dit il froidement. Wenn wir die Kontrolle übernehmen, werden wir unrentable Abteilungen schließen. Les personnes âgées et les malades qui ne peuvent pas se permettre une assurance privée sont de toute façon un fardeau pour le système. Quand nous prendrons le contrôle, nous fermerons ces départements non rentables. Hélène sentit le monde s'arrêter. Sa grand-mère dépendait de cet hôpital, de ces départements non rentables que cet homme voulait fermer, de médecins et d'infirmières qui traitaient les patients, quelle que soit leur richesse. Ses mains tremblèrent, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond. Une fureur silencieuse qu'elle avait contenue toute sa vie commençait à déborder, mais elle n'agirait pas impulsivement. Ce n'était pas ce que sa grand-mère lui avait appris. Le bon moment, murmura-t-elle. Tout à son bon moment. Elle retourna à la cuisine, où Sophie, la gérante, l'attendait avec une expression sérieuse. « Hélène, les messieurs Delacroix ont demandé à te parler spécifiquement. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu ferais mieux de n'avoir rien gâché. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. L'aurait-il découverte? Aurait-il remarqué quelque chose dans son expression qui trahirait qu'elle comprenait? Elle marcha vers la table d'un pas ferme, se préparant à ce qui allait arriver. Maximilien l'attendait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Assieds-toi » ordonna-t-il en désignant une chaise vide. « Monsieur, les employés ne peuvent pas. » J'ai dit « Assieds-toi ». Hélène obéit lentement, sentant les regards de tout le restaurant sur elle. C'était inhabituel, complètement en dehors du protocole. Maximilien se pencha en avant, l'étudiant comme un insecte sous un microscope. « Mon fils et moi t'avons observé toute la nuit. Il y a quelque chose de différent chez toi, quelque chose que je ne parviens pas à identifier. Et ça me dérange parce que j'identifie toujours les gens. » Hélène ne répondit pas, elle le regarda simplement droit dans les yeux, ce qui le mit clairement mal à l'aise. « Je vais te faire une offre, » continua Maximilien. « J'ai besoin de personnel pour mes restaurants, des gens qui savent servir, qui sont discrets, qui ne causent pas de problème. Je paierai le triple de ce que tu gagnes ici. » C'était un piège. Hélène le savait. Des hommes comme Maximilien ne faisaient pas d'offres généreuses sans attendre quelque chose en retour. « C'est très gentil, monsieur. Mais je suis bien là où je suis. » Le sourire de Maximilien se figea. Personne ne lui disait non. « Pardon ? J'ai dit que j'appréciais l'offre, mais je préfère rester ici. » Cédric laissa échapper un rire incrédule. « Tu as entendu ça, père ? La serveuse rejette ton offre. » Maximilien plissa les yeux. « Je crois que tu ne comprends pas ta position, petite. Je ne te demande pas. Je te dis ce que tu vas faire. Et je vous dis, avec tout le respect que je vous dois, que ma réponse est non. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Les convives proches avaient cessé de parler, observant la scène avec un mélange d'horreur et de fascination. Maximilien se leva lentement, sa taille imposante projetant une ombre sur Hélène. « Tu vas le regretter. » Sa voix était basse, dangereuse. « Personne ne me dit non, surtout quelqu'un comme toi. » Hélène se leva également, se surprenant par sa propre audace. « Quelqu'un comme moi ?» répéta-t-elle. « Et que suis-je exactement, monsieur Delacroix ? Une moins que rien, une serveuse qui ne connaît pas sa place dans le monde. » Hélène sourit pour la première fois de la soirée. Elle sourit sincèrement. « Vous avez raison sur un point, monsieur. Je suis serveuse, mais vous vous trompez sur tout le reste. » Elle se tourna pour partir, mais la voix de Maximilien l'arrêta. « Du wirst es bereuen, zur Arbeit gekommen zu sein. Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder in dieser Stadt arbeitest. Tu regretteras d'être venu au travail ce soir. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. » Hélène s'arrêta, le dos tourné vers lui, son cœur battant fort. Le moment était venu. Elle se retourna lentement, le regardant droit dans les yeux. « Et puis, dans un allemand parfait, avec un accent impeccable, elle répondit, « Ich verstehe jedes Wort, das Sie heute Nacht gesagt haben, Herr Delacroix. Jede Beleidigung, jeden Plan. Und ich verspreche Ihnen, der Einzige, der etwas bereuen wird, sind Sie. Je comprends chaque mot que vous avez dit ce soir, Monsieur Delacroix, chaque insulte, chaque plan. Et je vous promets, le seul qui regrettera quelque chose, c'est vous. » L'expression sur le visage de Maximilien fut quelque chose qu'Hélène n'oublierait jamais. La couleur draina de son visage. Ses yeux s'écarquillèrent d'un mélange de choc et d'incrédulité. Cédric laissa tomber son verre de vin,
le liquide rouge se répandant sur la nappe blanche comme du sang sur la neige. Hélène fit demi-tour et se dirigea vers la cuisine, laissant derrière elle le silence stupéfait du restaurant le plus exclusif de la ville. Elle ne savait pas ce qui se passerait ensuite. Elle ne savait pas quelles seraient les conséquences de ce qu'elle venait de faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit n'était que le début, que Maximilien Delacroix n'était pas le genre d'homme qui acceptait d'être humilié, et que la guerre qui venait de commencer allait révéler des secrets qui changeraient non seulement sa vie, mais celle de toutes les personnes impliquées. Car dans ce restaurant, sous les lumières des lustres de cristal, une étincelle s'était allumée qui allait bientôt se transformer en incendie, et Hélène Dubois était prête à brûler. Les portes de la cuisine se refermèrent derrière Hélène avec un claquement sourd qui résonna comme la fin d'un chapitre et le début d'un autre, bien plus sombre. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans ses tempes, dans ses poignets, dans chaque recoin de son corps qui tremblait d'un mélange d'adrénaline et de terreur. Qu'avait-elle fait? Auguste fut le premier à arriver à ses côtés, la prenant par les épaules de ses mains fermes. « Hélène, que s'est-il passé là? Bah, tout le restaurant est silencieux. Je n'ai jamais vu ça. » J'ai répondu, la voix d'Hélène sortit à peine comme un murmure. En allemand, je lui ai dit que j'avais tout compris. Les yeux d'Auguste s'écarquillèrent. « Tu as répondu à Maximilien Delacroix en face, en allemand ?» Avant qu'Hélène ne puisse répondre, les portes de la cuisine s'ouvrirent violemment. Sophie Moreau, la gérante, entra, le visage décomposé par la fureur et la panique. « Hélène, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Monsieur Delacroix est furieux. Il exige de parler au propriétaire tout de suite. » Sophie, il m'humiliait. Il pensait que je ne comprenais pas, et je me fiche de ce qu'il pensait. Sophie l'interrompit brusquement. « As-tu une idée de qui est cet homme? As-tu la moindre idée de ce qu'il peut nous faire ?» Hélène sentit les murs de la cuisine se refermer sur elle. Les autres employés la regardaient avec des expressions allant de la compassion au ressentiment. Certains semblaient admiratifs de ce qu'elle avait fait, mais la plupart étaient simplement effrayés. « Sophie, intervint Auguste. Quoi qu'il se soit passé, Hélène est l'une de nos meilleures employées. Nous ne pouvons pas. Silence, Auguste, ça ne te regarde pas. » Sophie se tourna vers Hélène avec des yeux qui respiraient la froideur. « Tu es suspendue, sans solde, jusqu'à ce que les propriétaires décident quoi faire de toi. Maintenant, sors par la porte de derrière, je ne veux pas que monsieur Delacroix te voie partir. » Hélène eut l'impression d'avoir reçu un coup à l'estomac. Suspendue, sans solde. Les mots résonnaient dans son esprit tandis qu'elle pensait aux médicaments de sa grand-mère, aux factures en suspens, au loyer qu'elle devait payer dans quelques jours. « Sophie, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Ma grand-mère est malade, et tu aurais dû y penser avant de décider de jouer les héroïnes. » Sophie désigna la porte de derrière. Dehors. Maintenant. Hélène chercha le regard d'Auguste, espérant y trouver un soutien, mais il ne put que baisser les yeux, impuissant. Il ne pouvait rien faire, ni contre la gérante, ni contre le poids du nom Delacroix. Les mains tremblantes, Hélène enleva son tablier et le laissa sur la table en acier inoxydable. Elle se dirigea vers la porte de derrière, sentant chaque pas comme si elle marchait vers un précipice. Dehors, la ruelle était sombre et sentait la poubelle et l'humidité. Hélène s'appuya contre le mur de briques, laissant les larmes qu'elle avait retenues couler enfin sur ses joues. Qu'allait-elle faire maintenant? Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message d'un numéro inconnu. « Vous avez fait une très grave erreur ce soir, et les erreurs se paient. Cordialement, quelqu'un qui vous observera. » Un frisson lui parcourut le dos. Maximilien, Cédric, quelqu'un qui travaillait pour eux. Le message était clairement une menace. Mais que pouvait-il lui faire qu'il n'avait pas déjà fait? La réponse arriverait plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Hélène marcha dans les rues vides vers l'arrêt de bus. À cette heure-là, les transports en commun étaient rares, et elle dut attendre près de 40 minutes dans l'obscurité, regardant constamment par-dessus son épaule, sentant que quelqu'un l'observait dans l'ombre. Quand elle arriva enfin à son petit appartement en banlieue, elle trouva sa grand-mère Colette éveillée, assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, regardant les lumières lointaines de la ville. « Tu es rentrée tôt, ma petite. » La voix de Madame Colette était faible, mais chaleureuse, comme toujours. « Il s'est passé quelque chose ?» Hélène s'agenouilla près de sa grand-mère, prenant ses mains ridées entre les siennes. Comment lui dire la vérité? Comment lui expliquer qu'elle avait perdu le travail qui leur permettait de survivre? « Grand-mère, j'ai fait quelque chose ce soir. Quelque chose que je n'aurais pas dû faire. » Les yeux de Colette, bien que fatigués par la maladie, brillèrent de cette intelligence vive que l'âge n'avait pas réussi à éteindre. « Raconte-moi tout, Hélène, sans rien omettre. » Et Hélène le fit. Elle lui raconta les Delacroix, les humiliations en allemand, les projets d'achat de l'hôpital, sa réponse et les conséquences qui s'ensuivirent. Quand elle eut terminé, elle s'attendait à voir de la déception sur le visage de sa grand-mère. Au lieu de cela, elle vit de la fierté.
Tu as bien fait, ma petite. Colette serra les mains d'Hélène avec une force surprenante. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Mais grand-mère, j'ai perdu mon travail. Je ne sais pas comment nous allons. Écoute-moi. Colette l'interrompit fermement. J'ai passé toute ma vie à me taire, toute ma vie à être invisible pour que des gens comme ceux Delacroix puissent se sentir supérieurs. J'ai traduit pour des ambassadeurs, pour des présidents, pour des personnes qui gouvernaient des pays entiers, et aucun d'entre eux n'a su mon nom. Aucun ne m'a remercié. Aucun n'a vu au-delà de la femme qui servait le café et traduisait leurs paroles. Les larmes coulaient maintenant sur les joues des deux femmes. Je ne veux pas ça pour toi, Hélène. Je ne veux pas que tu vives ta vie en silence. Tu as un don que je t'ai donné avec tout mon amour. Et ce don n'est pas fait pour être caché, il est fait pour être utilisé, pour te défendre, pour défendre les autres qui ne peuvent pas se défendre seuls. Hélène étreignit sa grand-mère, sentant le corps fragile sous ses bras, les os qui dépassaient là où il y avait eu de la chair ferme, le cœur qui battait faiblement, mais avec une détermination inébranlable. J'ai peur, grand-mère. Cet homme a du pouvoir. Il peut nous détruire. Le pouvoir sans honneur n'est que du bruit, ma petite. Et le bruit, aussi fort soit-il, finit par s'éteindre. Cette nuit-là, Hélène put à peine dormir. Son esprit repassait encore et encore les événements du restaurant, les mots de Maximilien, la menace du message, l'incertitude de l'avenir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage du millionnaire se transformer de la moquerie à la fureur lorsqu'elle parlait en allemand. Le lendemain, la réalité de sa situation devint encore plus claire. Quand elle essaya d'appeler le restaurant pour parler à Sophie, personne ne répondit. Quand elle s'y rendit personnellement, le gardien de sécurité lui refusa l'entrée, disant qu'elle n'était plus la bienvenue. « Je suis désolé, mademoiselle. » Le gardien, un homme âgé qui l'avait toujours bien traité, semblait sincèrement désolé. « Ordre d'en haut, je ne peux pas vous laisser passer. Mais mes affaires, ma dernière paie, on vous l'enverra par la poste avec votre lettre de licenciement. » Lettre de licenciement, non seulement suspendue, mais licenciée. Hélène marcha dans la ville dans un état d'hébétude. Qu'allait-elle faire maintenant? Elle avait des économies pour peu, être 2 semaines. Après cela, elle ne voulait pas penser à l'après. Son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais différent de la menace de la veille. Hélène Dubois, une voix masculine, professionnelle, froide. « Oui, c'est moi, maître François Clément, avocat du groupe Delacroix. Mon client souhaite vous rencontrer cet après-midi. C'est une affaire de nature urgente. » Le cœur d'Hélène s'arrêta un instant. « Me rencontrer? Pourquoi? Cela sera discuté en personne. Vous avez 1 heure pour vous présenter au bureau de la holding Delacroix. L'adresse vous sera envoyée par message. Je vous suggère fortement de ne pas manquer le rendez-vous. » L'appel fut coupé avant qu'Hélène ne puisse répondre. Quelques minutes plus tard, elle reçut l'adresse. Un immeuble de bureau dans le quartier financier, le genre d'endroit où des personnes comme elle n'entraient normalement que pour nettoyer les sols. Une partie d'elle voulait ignorer la convocation, mais une autre partie, celle que sa grand-mère avait élevée pour ne jamais fuir les problèmes, savait qu'elle devait y aller. Elle devait savoir ce qu'il voulait. Elle devait affronter ce qui viendrait. Elle s'habilla avec ses meilleurs vêtements, un simple chemisier blanc, une jupe foncée, des chaussures qu'elle avait achetées dans une friperie, mais qui semblaient encore présentables. Elle regarda son reflet dans le miroir et respira profondément. « Je peux le faire », murmura-t-elle. « Je peux le faire. » L'immeuble du groupe Delacroix était une tour de verre et d'acier qui s'élevait vers le ciel comme un monument au pouvoir de l'argent. Hélène entra par les portes tournantes et se retrouva dans un hall plus grand que tout son appartement. La réceptionniste, une femme impeccablement vêtue, avec une expression d'ennui professionnel, la regarda de haut en bas avec ce regard scrutateur qu'Hélène connaissait trop bien. « Puis-je vous aider? J'ai un rendez-vous. Mon nom est Hélène Dubois. » Quelque chose changea dans l'expression de la réceptionniste. Reconnaissance, curiosité, pitié. « Bien sûr, ils vous attendent. 27e étage. Les ascenseurs sont à votre droite. » L'ascenseur monta en silence, les chiffres changeant sur l'écran numérique comme un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable. Quand les portes s'ouvrirent au 27e étage, Hélène se retrouva face à une autre réceptionniste. Celle-ci était encore plus intimidante que la précédente. « Mademoiselle Dubois, par ici, s'il vous plaît. » On la guida le long d'un couloir aux murs couverts d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ce qu'Hélène gagnerait de toute sa vie. Au bout du couloir se trouvait une double porte en bois sombre. La réceptionniste frappa doucement et une voix de l'intérieur dit « Entrez ». Le bureau de Maximilien Delacroix était exactement ce qu'Hélène attendait. Énorme, ostentatoire, conçu pour intimider. Des baies vitrées du sol au plafond montraient la ville s'étendant en contrebas comme un royaume attendant d'être conquis. Et il était là, assis derrière un bureau en acajou qui ressemblait à un hôtel à son propre ego. À ses côtés, Cédric, avec le même sourire dédaigneux de la veille, et dans un coin, un homme en costume gris qui devait être l'avocat qu'il avait appelé.
mademoiselle Dubois. Maximilien ne se leva pas. Il ne fit même pas le geste de la saluer. Que vous êtes aimable d'avoir accepté notre invitation. Cela ne ressemblait pas à une invitation, cela ressemblait à un ordre. Cédric laissa échapper un rire, mais son père leva une main pour le faire taire. Direct, j'aime ça. Bien que la sincérité puisse être dangereuse quand on n'a pas le pouvoir de la soutenir. Maximilien se pencha en arrière dans sa chaise. Mais je ne vous ai pas appelé pour échanger des politesses. Je vous ai appelé parce que nous avons un problème. Et les problèmes, d'après mon expérience, ont deux solutions. On les élimine ou on les contrôle. Hélène sentit un frisson, mais garda son expression neutre. Et je suis un problème pour vous. Vous l'êtes depuis hier soir. Vous voyez, peu m'importe que vous compreniez l'allemand. En fait, c'est impressionnant. Mais ce qui m'importe, c'est que vous ayez entendu des choses que vous n'auriez pas dû entendre. Le cœur d'Hélène s'accéléra. Les projets sur l'hôpital, les conversations sur les affaires. Qu'est-ce que Maximilien aurait pu dire d'autre en pensant que personne ne comprenait? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Maximilien se pencha en avant. Vous avez entendu parler de mes projets pour l'hôpital Sainte-Marie. Des projets confidentiels. Des projets qui pourraient être affectés si quelqu'un avec les mauvais contacts l'apprenait prématurément. Je n'ai pas de contact de quelque sorte que ce soit. Je ne suis qu'une serveuse. Vous étiez fois une serveuse, intervint Cédric avec malice. Maintenant vous n'êtes rien. Cédric, silence. Maximilien ne quitta pas Hélène des yeux. Voici mon offre, mademoiselle Dubois, unique et non négociable. Vous allez signer un accord de confidentialité. Vous ne parlerez à personne de ce que vous avez entendu hier soir. En échange, vous recevrez une compensation généreuse, suffisante pour payer le traitement de votre grand-mère pendant 1 an et une lettre de recommandation qui vous ouvrira les portes de n'importe quel restaurant de la ville. Hélène cligna des yeux. Comment savait-il pour sa grand-mère? Comment savait-il le traitement? Je vois que vous êtes surprise que je connaisse votre grand-mère Colette. Maximilien sourit sans chaleur. J'ai fait mes recherches ce matin. Je sais où vous vivez. Je sais où elle reçoit son traitement. Je sais combien vous devez en facture médicale. La connaissance et le pouvoir, mademoiselle Dubois. Et j'ai beaucoup des deux. L'avocat s'approcha avec un dossier, le posant sur le bureau devant Hélène. À l'intérieur se trouvait un document de plusieurs pages et un chèque. Hélène regarda le chèque. Le montant était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Suffisant pour tout payer. Suffisant pour respirer tranquillement pour la première fois depuis des années. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans l'expression de Maximilien, quelque chose dans la façon dont Cédric la regardait avec anticipation, comme s'ils attendaient qu'elle tombe dans un piège. Et si je ne signe pas, le silence qui suivit fut lourd, chargé de menaces non prononcées. Si vous ne signez pas, Maximilien parla lentement, savourant chaque mot. Je vous rendrai la vie impossible. Vous avez déjà perdu votre travail à l'Étoile d'Or. Je peux m'assurer que vous ne travaillerez dans aucun restaurant de cette ville, de ce pays, si je le décide. Et le traitement de votre grand-mère à Sainte-Marie. Eh bien, disons que lorsque j'aurai achevé mon acquisition de l'hôpital, certains patients pourraient découvrir que leurs lits ne sont plus disponibles. Hélène eut la nausée. Ce n'était pas une offre, c'était du chantage, une extorsion déguisée en générosité. Vous me menacez? Je vous donne des options. Il y a une différence. Les mains d'Hélène tremblaient tandis qu'elle regardait le document. Les mots nageaient devant ses yeux. Clause légale, termes compliqués, tout conçu pour la faire taire définitivement. Elle pensa à sa grand-mère, à son sourire quand elle lui avait dit qu'elle était fière, à ses mots sur le fait de ne pas vivre sa vie en silence. Elle pensa aux voix qu'elle avait entendu Maximilien mentionner. Les personnes qui seraient affectées s'il achetait l'hôpital, les patients qui perdraient leurs soins, les familles qui souffriraient. Elle pensa à tout ce qu'elle avait appris au cours de sa vie. Chaque langue, chaque mot, chaque leçon sur la dignité et le courage, et elle prit une décision. Non, dit-elle d'une voix ferme. Maximilien fronça les sourcils. Pardon? J'ai dit non. Je ne signerai pas cela. Cédric se leva. Vous êtes folle? Vous avez une idée de ce que vous refusez? J'en ai une parfaite idée. Hélène se leva également, regardant Maximilien droit dans les yeux. Je refuse d'être achetée. Je refuse d'être réduite au silence. Et je refuse de faire partie de tout ce que vous comptez faire avec cet hôpital. Vous allez le regretter. La voix de Maximilien était d'un froid glacial. Je vous détruirai, vous, et tout ce qui vous est cher. Hélène marcha vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Herr Delacroix, dit elle en allemand parfait. Sie haben ihr ganzes Leben lang Menschen wie mich unterdrückt, aber diesmal haben Sie sich mit der falschen Person angelegt. Ich werde nicht schweigen, und wenn ich falle, werde ich nicht allein fallen. Monsieur Delacroix, toute votre vie, vous avez opprimé des gens comme moi. Mais cette fois, vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Je ne me tairai pas, et si je tombe, je ne tomberai pas seule. Elle quitta le bureau sans regarder en arrière, son cœur battant fort, ses jambes la soutenant à peine. Elle ne savait pas comment elle allait tenir cette promesse. Elle ne savait pas quelles ressources elle avait contre un homme doté du pouvoir de Maximilien Delacroix,
Mais elle savait une chose avec une certitude absolue, la guerre avait officiellement commencé, et Hélène Dubois n'avait aucune intention de la perdre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet après-midi-là, alors qu'elle rentrait chez elle pour étreindre sa grand-mère et planifier son prochain mouvement, Maximilien Delacroix passait un appel qui allait tout changer. « Je veux que vous enquêtiez à fond sur cette fille », dit-il au téléphone d'une voix glaciale. « Je veux connaître chaque secret, chaque faiblesse, chaque personne qui lui est chère. Et quand vous aurez tout, nous la détruirons complètement. » Sur l'écran de son ordinateur, brillait une photo d'Hélène prise par les caméras de sécurité du bâtiment, et à côté d'elle, une photo de Madame Colette entrant à l'hôpital Sainte-Marie pour son traitement hebdomadaire. La bataille pour la dignité était sur le point de devenir une lutte pour la survie. Le chemin du retour fut le plus long qu'Hélène ait jamais parcouru de sa vie. Chaque pas pesait comme du plomb. Chaque respiration était un effort conscient pour ne pas s'effondrer en pleine rue. Elle avait défié un géant, et maintenant ce géant se préparait à l'écraser. Quand elle ouvrit la porte de son petit appartement, elle trouva quelque chose qu'elle n'attendait pas. Sa grand-mère Colette n'était pas dans son fauteuil près de la fenêtre. Elle était debout, appuyée sur sa canne, avec une vieille valise ouverte sur le lit. « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne devrais pas rester debout si longtemps. Je cherche quelque chose, ma petite. » Madame Colette parlait avec une détermination qu'Hélène n'avait pas entendue depuis des mois. « Quelque chose que j'aurais dû te montrer il y a longtemps. » Hélène s'approcha, inquiète de l'effort que sa grand-mère faisait. La maladie avait affaibli son corps, mais n'avait clairement pas touché son esprit. « Grand-mère, s'il te plaît, assieds-toi. Quoi que ce soit, je peux le chercher. Non, je dois le trouver moi-même. » Les mains ridées de Colette remuèrent le contenu de la valise. Des papiers jaunis, d'anciennes photographies, des lettres dans des enveloppes usées par le temps. Finalement, ses doigts se refermèrent sur un dossier en cuir marron, usé, mais soigneusement conservé. Le voilà. Colette se laissa tomber sur le lit, respirant difficilement. « Assieds-toi, Hélène. Ce que je vais te raconter changera tout ce que tu crois savoir sur notre famille. » Hélène obéit, son cœur battant d'un mélange de curiosité et de peur. Quel secret sa grand-mère pouvait-elle garder? Quel rapport cela avait-il avec ce qui se passait maintenant? Il y a de nombreuses années, avant ta naissance, je travaillais comme traductrice pour des familles diplomatiques, commença Colette, sa voix se transportant à des décennies passées. Je n'avais pas de diplôme, mais je parlais 9 langues. Je les ai apprises de la même manière que je t'ai appris à toi, en écoutant, en pratiquant, en vivant parmi des gens du monde entier. Ça, je le sais déjà, grand-mère. Ce que tu ne sais pas, c'est pour qui j'ai travaillé pendant les dernières années de ma carrière de traductrice. Colette ouvrit le dossier, et en sortit une photographie en noir et blanc. On y voyait une version beaucoup plus jeune d'elle-même, élégamment vêtue, à côté d'un homme en costume qu'Hélène ne reconnut pas. Cet homme était Aurélien Delacroix, le père de Maximilien. Hélène sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Tu as travaillé pour les Delacroix ? » Pendant 5 ans, j'étais leur traductrice personnelle pour toutes les négociations internationales. Aurélien a construit son empire avec mon aide, traduisant des contrats, concluant des accords, facilitant les communications avec des partenaires du monde entier. Les larmes commencèrent à monter aux yeux de Colette tandis qu'elle continuait. Aurélien était différent de son fils. Il était ambitieux, oui, mais il avait de l'honneur. Il me traitait avec respect. Il m'a même promis que lorsqu'il prendrait sa retraite, il me donnerait une part des bénéfices des affaires que j'avais contribué à construire. J'avais des documents signés, des accords légaux. Et que s'est-il passé? Aurélien est mort subitement. Une crise cardiaque, ont-ils dit. Et quand je suis allé réclamer ce qui me revenait, je suis tombé sur Maximilien. Il avait à peine 25 ans alors, mais c'était déjà l'homme cruel que tu connais maintenant. Colette sortit un autre document du dossier. C'était un contrat avec des signatures et des sceaux officiels. C'est l'accord original. Aurélien m'avait promis 5% des bénéfices du groupe Delacroix en compensation de mes années de service. Mais quand je l'ai montré à Maximilien, il s'est moqué de moi. La voix de Colette se brisa au souvenir. Il m'a dit qu'une employée de maison n'avait droit à rien, que si j'essayais de réclamer légalement, il utiliserait tout son pouvoir pour me détruire. Et il l'a fait. Il a engagé des avocats qui ont invalidé le contrat, alléguant que je n'avais pas la capacité légale de signer des accords de cette nature. Ils m'ont tout pris. Ma réputation, mes économies, ma dignité. Hélène prit les mains de sa grand-mère, sentant l'injustice de décennies se concentrer en ce moment. « Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté ça ? Parce que j'avais honte. Honte d'avoir été si naïve. Honte de ne pas avoir pu me défendre. Et peur, Hélène. Peur que si un jour tu croisais les Delacroix, ils découvriraient qui tu étais et te feraient du mal. Mais maintenant, ils savent qui je suis. » Exactement. Colette serra fortement les mains d'Hélène. « C'est pourquoi tu dois connaître toute la vérité. Parce qu'il y a autre chose dans ce dossier. Quelque chose que Maximilien ne sait pas que je possède. » Elle sortit une épaisse enveloppe scellée à la cire ancienne. Pendant mes années de travail pour Aurélien, j'ai traduit de nombreux documents. Certains étaient délicats,
des affaires qui n'étaient pas exactement légales, des accords avec des personnes qui préféraient rester dans l'ombre. Quel genre d'affaires? Le genre qui détruirait la réputation du groupe Delacroix s'il était révélé. Aurélien m'a fait jurer de ne jamais révéler ce que je savais, et j'ai tenu ma promesse tant qu'il a vécu. Mais Maximilien a rompu toutes les promesses que son père m'avait faites. Alors je n'ai plus aucune obligation de garder ses secrets. Hélène regarda l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. En un sens, c'en était une. Grand-mère, es-tu sûre de ça? Si Maximilien découvre que tu as ça, je me fiche de ce qui m'arrive, Hélène. Je suis vieille, je suis malade. Mais tu as toute une vie devant toi, et je ne permettrai pas à cet homme de te la prendre comme il m'a pris la mienne. Le téléphone d'Hélène sonna, interrompant le moment. C'était un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. Hélène Dubois. Une voix féminine, professionnelle, mais chaleureuse. Oui, qui parle? Mon nom est Camille Leroy. Je suis journaliste au Courrier National. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à l'Enre d'Or hier soir. J'aimerais vous parler. Le cœur d'Hélène s'accéléra. Comment une journaliste avait-elle pu savoir si vite? Comment avez-vous eu mon numéro? J'ai mes sources, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai des informations sur Maximilien Delacroix, qui, je crois, vous intéresseront, et je crois que vous avez des informations qui m'intéressent. Pouvons-nous nous rencontrer? Hélène regarda sa grand-mère, qui avait écouté toute la conversation. Colette hocha lentement la tête. Où et quand? Demain, au Café de l'Espoir, près de la place centrale, à 10 h du matin. Et mademoiselle Dubois, venez seule et ne parlez à personne de cet appel. La communication fut coupée. Hélène resta à regarder le téléphone, traitant ce qui venait de se passer. Qui était-ce? Demanda Colette. Une journaliste. Elle dit qu'elle a des informations sur les Delacroix. Ça pourrait être un piège. Je sais, mais ça pourrait aussi être notre seule chance. Cette nuit-là, Hélène ne put dormir. Son esprit était un tourbillon de questions, de peurs et de possibilités. Elle lut les documents que sa grand-mère lui avait donnés, chaque page révélant une histoire de corruption, de manipulation et de cruauté qui s'étendait sur des décennies. Mais il y avait autre chose parmi les papiers. Quelque chose que sa grand-mère n'avait pas mentionné directement. Une lettre écrite en allemand adressée à Aurélien Delacroix, d'un partenaire commercial européen. La lettre parlait d'un accord secret, d'argent transféré sur des comptes à l'étranger, de faveurs politiques achetées et vendues. Hélène traduisit chaque mot, sentant le puzzle commencer à prendre forme. Les Delacroix n'avaient pas construit leur empire uniquement avec du travail acharné et de la ruse commerciale. Ils l'avaient construit sur des mensonges, des pots de vin et l'exploitation de personnes comme sa grand-mère. Le lendemain matin, Hélène se prépara pour la réunion avec la journaliste. Avant de sortir, sa grand-mère l'arrêta. « Prends ça avec toi. » Elle lui tendit un petit médaillon en argent. « C'était à ta mère. Elle avait aussi ton courage. Rose est morte jeune, mais elle a vécu sans peur. Je veux que tu t'en souviennes aujourd'hui. » Hélène étreignit fortement sa grand-mère, sentant la fragilité de son corps, mais aussi la force de son esprit. « Je reviendrai bientôt, grand-mère. Je te le promets. Je sais que tu le feras, ma petite. Mais si quelque chose tourne mal, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Je l'ai toujours été, depuis le jour de ta naissance. » Le Café de l'Espoir était un endroit modeste à un coin tranquille de la ville. Petite table, murs décorés de photographies anciennes, l'arôme de café fraîchement moulu flottant dans l'air. Hélène arriva 10 minutes avant l'heure convenue et choisit une table dans un coin d'où elle pouvait voir la porte d'entrée. Camille Leroy arriva ponctuellement. C'était une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux foncés attachés en un chignon pratique et aux yeux qui semblaient tout analyser autour d'elle. Elle était vêtue simplement mais professionnellement et portait une mallette en cuir usé. Mademoiselle Dubois, elle s'assit en face d'Hélène sans préambule. « Merci d'être venue. Avant de parler de quoi que ce soit, je dois savoir comment vous avez appris ce qui s'est passé. » Camille sourit légèrement. « J'ai une source à l'Étoile d'Or. Quelqu'un qui a tout vu ce soir-là et qui en a marre de voir comment les Delacroix traitent les gens. Qui? Ça, je ne peux pas le révéler. Protection des sources. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas la première fois que Maximilien Delacroix humilie des employés de cette manière. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'il détruit la vie de quelqu'un qui ose le défier. » Camille ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. « J'enquête sur le groupe Delacroix depuis 3 ans. J'ai des témoignages d'anciens employés licenciés injustement, de concurrents ruinés par des tactiques illégales, de fonctionnaires corrompus pour favoriser leurs affaires. Mais je n'ai jamais pu publier quoi que ce soit, parce que chaque fois que je m'approche trop, quelqu'un me menace ou mes sources disparaissent. Disparaissent? Pas littéralement, mais soudain ils changent d'avis, déménagent, décident qu'ils ne veulent plus parler. Le pouvoir des Delacroix s'étend très loin, mademoiselle Dubois, plus loin que vous ne l'imaginez. » Hélène pensa aux documents que sa grand-mère lui avait donnés, aux lettres, aux contrats, aux secrets de décennies. « Pourquoi me cherchez-vous, moi? Parce que vous avez fait quelque chose que personne d'autre n'a fait,
Vous l'avez affronté publiquement. Et pas seulement ça, vous l'avez affronté dans sa propre langue. Littéralement, cela fait de vous un symbole. Et les symboles sont puissants. Je ne veux pas être un symbole. Je veux juste protéger ma famille. Je comprends cela, mais parfois la meilleure façon de protéger notre famille est d'exposer ceux qui nous menacent. Camille se pencha en avant. Mademoiselle Dubois, je prépare un reportage qui pourrait détruire les Delacroix, mais j'ai besoin de plus de preuves, des preuves solides qu'ils ne pourront pas réfuter ou acheter. Avez-vous quelque chose comme ça? Hélène hésita. Faire confiance à une inconnue était risqué, mais continuer seule contre les Delacroix était un suicide. J'ai des documents, dit-elle finalement. Des documents que ma grand-mère a conservés pendant des décennies, des contrats, des lettres, des accords qui prouvent des activités illégales. Les yeux de Camille brillèrent d'intérêt. Quel genre d'activités? Des pots de vin, de l'évasion fiscale, des accords avec des personnes opérant en dehors de la loi. Tout traduit et documenté par ma grand-mère lorsqu'elle travaillait pour Aurélien Delacroix. Votre grand-mère a travaillé pour les Delacroix pendant 5 ans et quand Aurélien est mort, Maximilien l'a privé de tout ce qui lui revenait légalement. Camille se pencha en arrière dans sa chaise, traitant l'information. C'est plus grand que je ne le pensais, beaucoup plus grand. Il y a autre chose. Hélène respira profondément. Maximilien prévoit d'acheter l'hôpital Sainte-Marie. Il veut fermer les départements qui s'occupent des patients sans ressources. Ma grand-mère y reçoit un traitement. Avez-vous des preuves de cela? Je l'ai entendu directement de sa bouche, en allemand. Il pensait que personne ne comprenait. Camille sortit un enregistreur de sa mallette. Seriez-vous prête à donner un témoignage enregistré, à raconter tout ce que vous savez, y compris ce qui concerne votre grand-mère? Hélène pensa à Colette, à son sourire fatigué, mais fier, aux décennies de silence qu'elle avait endurées, à l'opportunité de finalement rendre justice. Oui, je suis prête. Pendant les 2 heures suivantes, Hélène parla, racontant tout. La nuit au restaurant, les humiliations en allemand, la réunion au bureau du groupe Delacroix, le chantage, les menaces, puis elle raconta l'histoire de sa grand-mère. Chaque mot était comme enlever un poids de son âme. Quand elle eut terminé, Camille rangea l'enregistreur avec une expression sérieuse, mais pleine d'espoir. C'est suffisant pour commencer, mais j'ai besoin de voir ces documents originaux. Pouvez-vous me les procurer? Je devrais parler à ma grand-mère. Ce sont les siens, pas les miens. Je comprends, mais faites-le vite. Les Delacroix ne vont pas rester inactifs. S'ils découvrent que nous travaillons ensemble, ils essaieront de nous arrêter. Hélène hocha la tête, se levant pour partir, mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, Camille l'arrêta. Une dernière chose, mademoiselle Dubois. Hier soir, j'ai reçu un appel anonyme. Quelqu'un m'a averti de faire attention à vous, que vous étiez dangereuse, instable, qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce que vous disiez. L'estomac d'Hélène se contracta. Qui a appelé? Il n'a pas laissé de nom, mais j'ai reconnu le numéro. C'était le téléphone portable personnel de Cédric Delacroix. Alors c'était lui. Cédric avait été celui qui avait envoyé le message menaçant la nuit du restaurant. Cédric essayait de la discréditer avant qu'elle ne puisse se défendre. Et pourquoi avez-vous décidé de me rencontrer quand même? Camille sourit. Parce que, d'après mon expérience, quand quelqu'un comme Cédric Delacroix essaie de détruire la réputation d'une personne avant de la connaître, cela signifie que cette personne a quelque chose qu'il craigne. Et je veux savoir ce que c'est. Hélène quitta le café avec un mélange d'espoir et de terreur. Elle avait une alliée, elle avait un plan, mais elle avait aussi des ennemis puissants prêts à tout pour la faire taire. Alors qu'elle marchait vers l'arrêt de bus, son téléphone vibra avec un message. C'était d'Auguste, le chef. « Hélène, il faut que je te voie d'urgence. J'ai découvert quelque chose sur les Delacroix que tu dois savoir. C'est à propos de ta grand-mère. S'il te plaît, viens au restaurant après 23 heures quand il sera fermé. Entre par la porte de derrière. C'est important. » Hélène lut le message 3 fois. Que pouvait savoir Auguste sur sa grand-mère? Pourquoi une telle urgence et un tel secret? Quelque chose n'allait pas, mais en même temps, Auguste avait toujours été gentil avec elle, il l'avait toujours protégée. Elle pouvait lui faire confiance, elle pouvait faire confiance à quelqu'un. Ce qu'Hélène ne savait pas, c'est qu'au même moment, dans les bureaux du groupe Delacroix, Maximilien recevait le rapport de l'enquête qu'il avait ordonné. Et ce que ce rapport contenait ne révélait pas seulement qui était vraiment Hélène Dubois, il révélait un secret qui reliait les 2 familles d'une manière que personne n'aurait imaginé. Un secret qui, s'il était révélé, détruirait bien plus que des réputations, il détruirait des vies. L'horloge indiquait 22h40 quand Hélène descendit du bus à 2 pâtés de maison de l'Étoile d'Or. Les rues étaient presque vides, à peine éclairées par des lampadaires qui projetaient de longues ombres sur le trottoir humide. Il avait plu pendant l'après-midi et l'air sentait encore la terre mouillée et l'asphalte. Chaque pas qu'elle faisait vers le restaurant augmentait l'inquiétude dans sa poitrine. Le message d'Auguste ne cessait de lui tourner dans la tête. Que pouvait-il savoir sur sa grand-mère? Pourquoi tant de mystères? Pourquoi se rencontrer en secret après la fermeture? Avant de quitter la maison, Hélène avait hésité.
Colette remarqua son inquiétude. « Où vas-tu à cette heure-ci, ma petite ?»« Auguste m'a demandé de nous voir. Il dit qu'il a des informations importantes. » Le chef, Colette fronça les sourcils. « Et pourquoi ne peut-il pas te le dire par téléphone ?»« Je ne sais pas, grand-mère. Mais Auguste a toujours été gentil avec moi. Je lui fais confiance. » Colette l'avait regardé avec ses yeux qui semblaient voir au-delà des mots. « Fais attention, Hélène. En temps de guerre, même les amis peuvent devenir des ennemis sans le vouloir. » Hélène avait promis d'être prudente, mais maintenant, debout devant la ruelle qui menait à la porte de derrière du restaurant, les mots de sa grand-mère résonnaient comme un avertissement qu'elle aurait être dû écouter plus attentivement. La ruelle était sombre. La seule lumière provenait d'une lampe au-dessus de la porte de derrière qui clignotait par intermittence, comme si elle était sur le point de s'éteindre. Hélène marcha lentement, ses sens en alerte, son cœur battant de plus en plus fort. La porte était entr'ouverte. « Auguste » appela-t-elle à voix basse, poussant la porte avec précaution. La cuisine était dans la pénombre. Les surfaces en acier inoxydable brillaient faiblement sous la lumière d'urgence qui restait toujours allumée. Tout était silencieux, trop silencieux. « Auguste, tu es là ?» Un bruit à sa droite la fit se retourner brusquement. Une silhouette émergea de l'ombre, mais ce n'était pas Auguste, c'était Cédric Delacroix. Le cœur d'Hélène s'arrêta un instant avant de commencer à battre avec une force incontrôlée. Elle recula instinctivement, mais une autre silhouette apparut derrière elle, bloquant la sortie. « Maximilien Delacroix. Bonsoir, mademoiselle Dubois. » La voix de Maximilien était douce, presque amicale, ce qui la rendait encore plus terrifiante. « Comme vous êtes aimable d'avoir accepté notre invitation. Où est Auguste ?» Hélène réussit à demander, sa voix tremblante malgré ses efforts pour garder son calme. Le chef, Cédric, laissa échapper un rire dédaigneux. « Il est chez lui, il dort tranquillement. Il n'a aucune idée que nous avons utilisé son nom pour vous faire venir ici. » Le message avait été un piège depuis le début. Hélène eut la nausée en réalisant à quel point elle était tombée facilement. « Que voulez-vous de moi ?» Maximilien marcha lentement vers elle, ses chaussures résonnant sur le sol de la cuisine à chaque pas. « Ce que je veux, mademoiselle Dubois, c'est comprendre quelque chose qui me tracasse depuis que j'ai reçu un certain rapport cet après-midi. » Il sortit une enveloppe de sa poche intérieure. « Vous voyez, quand j'ai ordonné qu'on enquête sur vous, je m'attendais à trouver des choses typiques, des dettes, des problèmes familiaux, peut-être un secret honteux que je pourrais utiliser pour vous faire pression, mais ce que j'ai trouvé était beaucoup plus intéressant. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs documents. « Saviez-vous que votre mère, Rose Dubois, a brièvement travaillé pour mon père il y a de nombreuses années, avant votre naissance ?» Hélène sentit le sol bouger sous ses pieds. Sa mère n'en avait jamais su grand-chose. Colette parlait rarement de Rose, et quand elle le faisait, c'était avec une tristesse si profonde qu'Hélène avait appris à ne pas poser de questions. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non, parce que votre grand-mère s'est chargée d'effacer cette partie de l'histoire. » Maximilien sourit froidement. « Votre mère était belle, selon les registres, intelligente aussi. Mon père l'a engagée comme assistante personnelle quand elle avait à peine 19 ans. Colette travaillait déjà pour nous alors, traduisant des documents. Je suppose que c'est elle qui a recommandé sa fille. Où voulez-vous en venir? À la vérité, mademoiselle Dubois, à la vérité que votre grand-mère vous a caché toute votre vie. » Cédric s'approcha par derrière, trop près au goût d'Hélène. Elle sentait son souffle sur son cou, sa présence menaçante. « Mon père était un homme aux appétits divers. » Maximilien continua. « Et votre mère était jeune, vulnérable, seule au monde, sauf avec sa mère Colette. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui s'est passé. Vous mentez. » La voix d'Hélène sortit plus forte qu'elle ne l'espérait. « Ma mère est morte quand j'étais bébé, dans un accident. C'est ce que Colette vous a dit. » Maximilien secoua la tête avec une fausse compassion. « Que c'est commode. La vérité est bien plus compliquée. Votre mère n'est pas morte dans un accident, mademoiselle Dubois. Votre mère a disparu. Elle est partie une nuit sans laisser de traces, vous laissant avec Colette. Et la raison pour laquelle elle est partie, eh bien, cela a un lien direct avec ma famille. » Hélène sentit le monde tourner autour d'elle. Sa mère n'était pas morte. Colette lui avait menti toute sa vie. « Je ne vous crois pas, » dit-elle, bien que sa voix ne semblait plus aussi sûre. « Vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pouvez demander directement à votre grand-mère. Mais avant que vous ne le fassiez, permettez-moi de vous montrer autre chose. » Il sortit une photographie de l'enveloppe. Elle était ancienne, jaunie par le temps. On y voyait une jeune femme, belle, avec des yeux qu'Hélène reconnut immédiatement parce qu'elle les voyait chaque jour dans le miroir. Sa mère, mais elle n'était pas seule sur la photo. À côté d'elle, le bras autour de ses épaules, se trouvait un homme qu'Hélène reconnut également, Aurélien Delacroix, le père de Maximilien. « Votre mère et mon père ont eu une relation, mademoiselle Dubois, une relation qui a duré près de 2 ans, et quand elle s'est terminée, eh bien, disons que les conséquences ont été permanentes. » La signification de ces mots mit un instant à pénétrer l'esprit d'Hélène.
Quand elle le fit, elle eut l'impression que son cœur avait été arraché de sa poitrine. « Non », murmura-t-elle, « ce n'est pas possible. »« Pas possible ?» Maximilien rit doucement. « La génétique ne ment pas. Vous ne vous êtes jamais demandé d'où venait votre facilité pour les langues? Colette en parle 9, c'est vrai, mais mon père en parlait 12. C'était un génie linguistique, un don qu'il vous a clairement légué. »« Vous mentez » cria Hélène, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Tout ça, c'est un mensonge pour me manipuler. » Un mensonge? Maximilien sortit un autre document. Ceci est une analyse ADN que mon père a commandée il y a plus de 20 ans. Il a comparé son sang avec celui de votre mère quand elle est tombée enceinte. Il voulait être sûr avant de prendre certaines décisions. Il montra le papier à Hélène. Des chiffres, des pourcentages, des termes scientifiques qu'elle pouvait à peine traiter dans son état de choc. Selon cette analyse, il y a 99% de chances qu'Aurélien Delacroix soit votre père biologique, mademoiselle Dubois, ce qui signifie que vous et moi sommes frères et sœurs. Le silence qui suivit fut absolu. Hélène ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait même pas respirer. Le monde, tel qu'elle le connaissait, s'était effondré en quelques minutes. Bien sûr, Maximilien continua d'un ton désinvolte. « Mon père ne vous a jamais reconnu officiellement. Quand il a découvert la grossesse, il a offert de l'argent à votre mère pour qu'elle disparaisse. Rose a refusé l'argent, mais elle a tout de même disparu peu après votre naissance. Personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé. Certains disent qu'elle s'est enfuie. D'autres ont des théories plus sombres. Que lui avez-vous fait » Hélène retrouva enfin sa voix, rauque de larmes. « Que lui avez-vous fait à ma mère ? Je ne lui ai rien fait. J'étais un enfant alors. Mais mon père était un homme qui protégeait son héritage à tout prix. Un enfant illégitime, surtout une fille, aurait été un scandale, une tache sur sa réputation parfaite. » Cédric parla pour la première fois depuis qu'il avait révélé sa présence. Le plus ironique, c'est que pendant toutes ces années, la fille illégitime de mon grand-père a servi des tables dans des restaurants, nettoyé des maisons, survécu avec des miettes, tandis que nous avons hérité de tout ce qui, techniquement, vous appartient aussi. Tais-toi, Cédric. Maximilien lui lança un regard d'avertissement. Nous ne sommes pas ici pour discuter d'héritage. Alors, pourquoi sommes-nous ici? Demanda Hélène, essuyant ses larmes avec fureur. Pour me torturer avec des secrets du passé? Pour me voir m'effondrer? Nous sommes ici pour vous faire une proposition. Maximilien rangea les documents dans l'enveloppe. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous avez deux options. La première, vous gardez le silence sur tout, sur ce que vous avez entendu au restaurant, sur les projets de l'hôpital, sur ces documents. En échange, je m'assurerai que votre grand-mère reçoive le meilleur traitement médical possible sans frais, et vous recevrez un montant mensuel qui vous permettra de vivre confortablement. Et la deuxième option, c'est que vous poursuiviez votre petite croisade pour la justice, que vous parliez aux journalistes, que vous essayiez de m'exposer. Mais si vous choisissez cette voie, non seulement je détruirai votre vie et celle de votre grand-mère, mais je ferai en sorte que le monde sache que vous êtes une Delacroix illégitime qui ne cherche que l'argent. Je transformerai votre histoire de lutte en une histoire de cupidité. Et croyez-moi, j'ai les ressources pour le faire. Hélène le regarda fixement. Cet homme était son frère. Ils partageaient le même sang, le même père, mais rien d'autre. Il était tout ce qu'elle méprisait, tout ce que sa grand-mère lui avait appris à rejeter. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi tant de haine ? Si ce que vous dites est vrai, nous sommes de la même famille. » Pour la première fois, quelque chose changea dans l'expression de Maximilien. Une ombre traversa son visage. Quelque chose qui aurait pu être de la douleur ou du ressentiment. « De la famille, mon père a passé ces dernières années obsédé par vous. Pas par ses enfants légitimes, pas par l'empire qu'il a bâti, mais par la fille qu'il avait abandonnée. Avant de mourir, il m'a avoué que la plus grande erreur de sa vie avait été de ne pas vous avoir reconnu, que vous étiez sa véritable héritière, pas moi. L'amertume dans sa voix était palpable. Alors ne me parlez pas de famille, mademoiselle Dubois. Vous m'avez volé l'amour de mon père sans même le savoir et maintenant vous voulez me voler tout le reste. Je ne veux rien de vous, dit Hélène avec fermeté. Je veux juste la justice pour ma grand-mère, pour ma mère, pour toutes les personnes que votre famille a détruites. Alors vous avez choisi la deuxième option. Maximilien fit un signe et deux hommes apparurent de l'ombre, des gardes du corps à leur apparence, grands, intimidants, avec des expressions vides de professionnels habitués aux tâches désagréables. Escortez mademoiselle Dubois chez elle. Assurez-vous qu'elle comprenne les conséquences de ses décisions. Hélène sentit la panique monter dans sa poitrine. Qu'allait-il lui faire? Qu'allait-il faire à sa grand-mère? Mais avant que les gardes du corps ne puissent la toucher, une voix résonna depuis la porte de la cuisine. « Stop! Police! Personne ne bouge !» Les lumières s'allumèrent brusquement, aveuglant momentanément tout le monde. Hélène cligna des yeux
essayant de comprendre ce qui se passait. Plusieurs officiers entraient par différentes portes, armes à la main, criant des ordres, et derrière eux, avec une expression de triomphe contenue, se tenait Camille Leroy. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit Maximilien. « Ceci, monsieur Delacroix, est la fin de votre règne. » Camille s'approcha avec un microphone à la main. « Tout ce que vous venez de dire a été enregistré. Chaque menace, chaque confession, chaque détail sur ce que votre famille a fait à Rose Dubois. C'est illégal. Vous ne pouvez pas enregistrer sans mon consentement. En fait, si, lorsqu'il y a des soupçons d'activité criminelle, les autorités peuvent autoriser la surveillance. Et grâce à certains documents que nous avons reçus ce matin, nous avions plus qu'assez de soupçons. » Maximilien se tourna vers Hélène avec une fureur meurtrière dans les yeux. « Vous saviez que cela allait arriver ? » ?»« Non. » Hélène secoua la tête, aussi surprise que lui. « Je ne savais rien. » Elle dit la vérité, intervint Camille. Hélène ne savait pas pour l'opération, mais quelqu'un d'autre, oui. Quelqu'un qui attend depuis des années de voir la justice. Derrière les officiers émergea une silhouette qui fit s'arrêter le cœur d'Hélène, Madame Colette. Sa grand-mère marchait lentement, appuyée sur sa canne, mais la tête haute et les yeux brillants d'une force qu'Hélène n'avait jamais vue. « Grand-mère, comment ? Quand tu es partie ce soir, j'ai su que quelque chose n'allait pas, » dit Colette d'une voix claire et ferme. « J'ai appelé mademoiselle Leroy. Elle a contacté les autorités, et ensemble, nous avons préparé ça. » Elle s'approcha de Maximilien, le regardant droit dans les yeux, sans la moindre peur. « Pendant 25 ans, j'ai gardé le silence. Pendant 25 ans, j'ai porté la douleur d'avoir perdu ma fille à cause de votre père. Mais cette nuit, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, et maintenant le monde l'entendra aussi. » Maximilien Delacroix, pour la première fois de sa vie, était sans voix. Les officiers commencèrent à le menotter tandis qu'il hurlait des noms d'avocats et de poursuites. Cédric tenta de fuir, mais fut arrêté avant d'atteindre la porte. Hélène courut vers sa grand-mère, l'étreignant fortement. « Grand-mère, est-ce que tout ce qu'il a dit sur ma mère, sur Aurélien, est vrai ?» Colette la serra, les larmes coulant sur ses joues ridées. « C'est vrai, ma petite, tout est vrai. Et le moment est venu pour toi de connaître toute l'histoire. » Dehors, les sirènes d'autres patrouilles illuminaient la nuit. À l'intérieur, 2 femmes s'étreignaient tandis que des décennies de secrets éclataient enfin au grand jour. La bataille n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer, mais pour la première fois, Hélène sentit qu'elle n'était pas seule, et cela faisait toute la différence. Le commissariat central de Paris était un ancien bâtiment qui sentait le café froid et les vieux papiers. Hélène était assise dans une salle d'attente avec sa grand-mère, toutes deux enveloppées dans des couvertures qu'un gentil officier leur avait offertes. Dehors, l'aube commençait à peindre le ciel de tons roses et orangés, mais aucune des deux n'avait dormi. Camille Leroy avait passé les dernières heures à donner des déclarations, à remettre des preuves, à coordonner avec les procureurs qui étaient arrivés d'urgence lorsqu'ils avaient appris l'ampleur de l'affaire. Maximilien et Cédric Delacroix étaient dans des cellules séparées, leurs avocats travaillant déjà frénétiquement pour obtenir leur libération sous caution, mais pour le moment, ils étaient derrière les barreaux et cela suffisait. « Grand-mère », Hélène rompit enfin le silence qui les avait enveloppés pendant des heures. « J'ai besoin de tout savoir sur ma mère, sur Aurélien, sur ce qui s'est réellement passé. » Colette ferma les yeux un instant, comme si elle puisait des forces au plus profond de son âme. Quand elle les rouvrit, il y avait en eux un mélange de douleur et de soulagement qu'Hélène n'avait jamais vu. « Ta mère était la lumière de ma vie, Hélène. Rose Dubois avait ton même sourire, ta même détermination, ton même feu intérieur. Quand je la regardais, je voyais tout ce que le monde pouvait offrir de bon. » Sa voix trembla, mais elle continua. « J'avais travaillé pour les Delacroix pendant 3 ans quand Rose a eu 19 ans. Elle avait besoin d'un emploi et je pensais que je pouvais la protéger si elle travaillait avec moi. Comme je me suis trompé. » Hélène prit la main de sa grand-mère, sentant les os fragiles sous la peau ridée. Aurélien l'a remarqué dès le premier jour. C'était impossible de ne pas la remarquer. Rose avait cette capacité à illuminer n'importe quelle pièce où elle entrait. Au début, j'ai pensé que ses attentions n'étaient que la gentillesse d'un employeur envers une nouvelle employée, mais j'ai vite compris que c'était autre chose. Elle l'aimait. Colette soupira profondément. Rose croyait qu'elle l'aimait et peut-être, à sa manière tordue, Aurélien l'aimait aussi. Mais l'amour des hommes comme lui vient toujours avec des conditions, des limites, des secrets. Elle s'arrêta, regardant vers la fenêtre où le soleil levant commençait à filtrer une lumière dorée. Quand Rose a découvert qu'elle était enceinte, Aurélien a complètement changé. L'homme charmant et attentif est devenu quelqu'un de froid, de calculateur. Il lui a offert de l'argent pour qu'elle n'ait pas le bébé. Rose a refusé. Il lui a offert plus d'argent pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle parte loin et ne contacte jamais la famille Delacroix. Rose a également refusé. Que voulait-elle? Elle voulait qu'Aurélien reconnaisse sa fille, qu'il te donne son nom, sa protection, ta place légitime dans le monde. Elle était naïve, ma Rose.
Elle pensait que l'amour pouvait vaincre l'orgueil et l'ambition d'un homme comme lui. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Colette. La femme d'Aurélien, Geneviève, a découvert la vérité peu après ta naissance. Je ne sais pas comment elle a su, mais elle a su. Et Geneviève était une femme de caractère fort. Elle a lancé un ultimatum à Aurélien. Soit Rose disparaissait de leur vie pour toujours, soit elle le détruirait publiquement, ruinerait sa réputation, ses affaires, tout ce qu'il avait construit. Et qu'a-t-il fait? Il a choisi son empire plutôt que sa fille, plutôt que toi. Il a dit à Rose qu'elle devait partir, qu'elle ne pourrait plus jamais le contacter, qu'elle ne pourrait jamais révéler qui était le père de son bébé. Il lui a offert une somme considérable, suffisante pour commencer une nouvelle vie dans un autre pays. Hélène sentit un nœud dans la gorge. Mais tu as dit qu'elle avait refusé l'argent. Elle l'a refusé. Rose avait de la fierté. Hélène, trop de fierté pour son propre bien. Elle a dit qu'elle ne voulait rien d'un homme capable d'abandonner son propre sang, qu'elle préférait élever sa fille dans la pauvreté plutôt que d'accepter des miettes d'un homme sans honneur. Colette fit une pause, sa respiration devenant plus difficile. Une semaine après cette conversation, Rose a disparu. Le cœur d'Hélène s'arrêta. Disparu? Que veux-tu dire par disparu? Exactement ça. Une nuit, après t'avoir laissé endormie dans ton berceau, elle est sortie de l'appartement en disant qu'elle allait acheter du lait. Elle n'est jamais revenue. Tu l'as cherchée? Je l'ai cherchée pendant des années, Hélène. Je suis allé à la police. J'ai engagé des détectives privés avec le peu d'argent que j'avais. J'ai affiché des avis dans toute la ville. Personne n'a rien trouvé. C'était comme si la terre l'avait avalée. Hélène sentit que l'air ne lui parvenait plus aux poumons. Tu penses qu'Aurélien y est pour quelque chose? Colette mit un instant à répondre. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu le croire. Je ne voulais pas penser que l'homme dont ma fille était tombée amoureuse était capable de quelque chose comme ça. Mais au fil des années, en voyant comment les Delacroix détruisaient quiconque se mettait en travers de leur chemin, j'ai commencé à avoir des doutes. Des doutes qui se sont transformés en soupçons. Des soupçons qui se sont transformés en certitudes. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que je voulais te protéger. Colette prit le visage d'Hélène entre ses mains. Si tu avais su la vérité, tu aurais cherché les Delacroix. Tu aurais exigé des réponses et ils t'auraient détruite comme ils ont détruit tous les autres. J'ai préféré que tu crois que ta mère est morte dans un accident. Au moins, ainsi, tu pouvais avoir la paix. La paix? Hélène se leva brusquement, la frustration et la douleur se mêlant dans sa voix. Tu crois que j'ai vécu en paix en croyant que ma mère était morte? Tu crois que ça ne faisait pas mal chaque jour de fête sans elle? Chaque anniversaire? Chaque moment important de ma vie où elle aurait dû être? Je sais, ma petite, je sais, et je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir menti. Je suis désolé de ne pas avoir été plus forte, plus courageuse. Je suis désolé pour tout. Hélène regarda sa grand-mère. Cette femme qui avait tout sacrifié pour l'élever, qui avait travaillé jusqu'à tomber malade pour lui donner un avenir, qui avait porté des secrets impossibles pendant des décennies. Et malgré la douleur, malgré la trahison qu'elle ressentait, elle ne put la haïr. Elle s'agenouilla devant elle, reprenant ses mains. « Je te pardonne, grand-mère, mais j'ai besoin de savoir une chose de plus. Tu crois que ma mère est toujours en vie ?» Colette la regarda avec des yeux remplis d'un espoir qu'elle avait gardé caché pendant des années. « Je ne sais pas, Hélène, mais ils n'ont jamais trouvé de corps. Il n'y a jamais eu de preuve qu'elle était morte. Et il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit parce que je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Quoi donc? Il y a 5 ans, j'ai reçu une lettre. Sans expéditeur, sans signature, elle disait juste « Elle va bien, ne la cherchez pas ». Elle était écrite en français. Hélène sentit un frisson lui parcourir le dos. Français? Pourquoi en français? Rose parlait parfaitement le français. Je le lui ai appris quand elle était enfant, tout comme je te l'ai appris à toi. C'était notre langue secrète, celle que nous utilisions quand nous ne voulions pas que personne d'autre comprenne. Tu as gardé la lettre? Elle est dans le dossier en cuir avec tous les autres documents. La porte de la salle s'ouvrit et Camille Leroy entra, l'air épuisé mais satisfaite. Mesdames, nous avons des nouvelles. Le procureur a décidé de porter des accusations formelles contre Maximilien et Cédric Delacroix. Extorsion, menaces, et nous enquêtons sur d'éventuels liens avec la disparition de Rose Dubois. Hélène se leva immédiatement. Ils peuvent enquêter là, dessus, après tant d'années? Il n'y a pas de prescription pour certains crimes, mademoiselle Dubois. Et avec les confessions enregistrées d'hier soir, nous avons suffisamment pour rouvrir le dossier de votre mère. Colette laissa échapper un sanglot contenu. Vraiment? Après tout ce temps? Vraiment, madame. Camille s'approcha, posant une main douce sur l'épaule de la vieille femme. Mais nous avons besoin de votre coopération totale. Tous les documents, toutes les lettres, tout ce que vous avez gardé. Je le ferai. Colette hocha la tête. Tout, chaque papier, chaque photo, chaque souvenir. Si cela aide à retrouver ma Rose, je le remettrai sans hésiter. Camille regarda Hélène avec une expression sérieuse. Il y a autre chose que vous devez savoir. Pendant l'interrogatoire, Cédric a commencé à parler.
Il semble qu'il veuille négocier une réduction de peine en échange d'informations. Quel genre d'informations? Il dit qu'il sait ce qui est réellement arrivé à Rose Dubois. Il dit que son grand-père Aurélien lui a raconté la vérité avant de mourir et que Maximilien le sait aussi, mais ne l'a jamais admis. Le monde sembla s'arrêter. Hélène sentit ses genoux fléchir. « Cédric, il sait où est ma mère. Nous n'en sommes pas encore sûrs. Il pourrait mentir pour obtenir un meilleur accord. Mais les procureurs vont l'interroger plus en profondeur. S'il y a une vérité dans ce qu'il dit, nous la trouverons. » Les heures suivantes furent un tourbillon de déclarations, de signatures, de procédures légales qu'Hélène comprenait à peine. Colette dut être emmenée à l'hôpital pour un contrôle dû au stress de la nuit, mais les médecins confirmèrent qu'elle était stable. En attendant des nouvelles dans le couloir de l'hôpital, Hélène reçut un appel inattendu. « Mademoiselle Dubois, c'est Auguste Pelletier. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé hier soir. Vous allez bien, chef Auguste ?» Hélène ressentit un soulagement en entendant une voix familière. « Oui, je vais bien. C'était une longue nuit. On m'a dit qu'ils ont utilisé mon nom pour vous tendre un piège. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir. » Il y eut une pause sur la ligne. « Mademoiselle Dubois, il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. Mais j'avais peur. De quoi parlez-vous? J'ai connu votre mère, Rose. Nous avons travaillé ensemble brièvement il y a de nombreuses années dans un autre restaurant avant qu'elle ne commence à travailler pour les Delacroix. » Hélène faillit laisser tomber le téléphone. « Vous avez connu ma mère? » « Oui. C'était une femme extraordinaire, gentille, intelligente, pleine de vie. Quand j'ai su qui vous étiez, quand je vous ai vu pour la première fois à l'Étoile d'Or, je n'ai presque pas pu le croire. Vous êtes son portrait craché, mademoiselle Dubois, son portrait craché. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Parce que Rose m'a fait promettre que si un jour je rencontrais sa fille, je ne lui dirais rien avant le bon moment. Elle m'a dit qu'un jour, quand vous seriez prête, la vérité éclaterait et que, le moment venu, je devrais vous raconter quelque chose d'important. » Le cœur d'Hélène battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. « Quoi donc? Pas par téléphone. J'ai besoin de vous voir en personne. Vous pouvez venir au restaurant demain matin avant l'ouverture. Il y a quelque chose que votre mère m'a laissé pour vous, quelque chose que j'ai gardé pendant plus de 20 ans. Ma mère m'a laissé quelque chose? Oui, et je crois que c'est la clé pour la retrouver. » L'appel se termina, laissant Hélène avec plus de questions que de réponses. Qu'est-ce que sa mère lui avait laissé? Comment Auguste avait-il pu garder un tel secret aussi longtemps? Et pourquoi Rose lui avait-elle fait confiance ce soir-là? Pendant que Colette dormait dans son lit d'hôpital, connectée à des moniteurs qui émettaient de légers bips, Hélène resta éveillée, regardant par la fenêtre. La ville brillait de milliers de lumières, chacune représentant une vie, une histoire, un secret. Quelque part dans ce monde, être sa mère existait encore. Être avait-elle passé toutes ces années cachées, attendant le bon moment pour revenir. Ou être la lettre n'avait-elle été qu'une cruelle plaisanterie, un faux espoir destiné à la torturer. Peu importait, Hélène trouverait la vérité. Coûte que coûte, son téléphone vibra avec un message de Camille. Cédric a parlé. Il dit que Rose n'est pas morte. Il dit qu'Aurélien l'a envoyée loin en Europe avec une nouvelle identité. Il dit qu'il y a des preuves dans un coffre-fort que seul Maximilien peut ouvrir. Demain, nous allons essayer d'obtenir un mandat. Ce n'est pas fini, Hélène. Cela ne fait que commencer. Hélène lut le message 3 fois, laissant les mots pénétrer son esprit. Sa mère était vivante, ou du moins elle l'avait été quand Aurélien l'avait envoyée loin. L'Europe, une nouvelle identité, un coffre-fort avec des preuves. Et Auguste avait quelque chose que sa mère lui avait laissé, quelque chose qu'il avait gardé pendant plus de 2 décennies, attendant ce moment. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image complète était encore floue, incomplète, pleine d'ombre et de mystère. Hélène regarda sa grand-mère endormie, cette femme qui avait tout sacrifié pour elle, qui avait porté des secrets impossibles pour la protéger. « Je vais la trouver, grand-mère, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je vais trouver maman, je te le promets. » Dehors, la nuit suivait son cours, indifférente aux drames humains qui se déroulaient sous son manteau d'étoiles. Mais à l'intérieur d'Hélène, quelque chose avait changé de façon permanente. Elle n'était plus seulement une serveuse luttant pour survivre. Elle était une fille cherchant sa mère, une petite fille honorant le sacrifice de sa grand-mère, une femme réclamant sa vérité, et rien ni personne ne l'arrêterait. Pas même les fantômes du passé qui restaient encore à découvrir, car dans le coffre-fort des Delacroix attendaient des secrets que personne n'avait imaginés. Des secrets qui non seulement changeraient la vie d'Hélène, mais changeraient tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur les Delacroix et sur la nuit où Rose Dubois avait disparu pour toujours. Le soleil commençait à peine à poindre quand Hélène arriva à l'Étoile d'Or. Le restaurant semblait différent à la lumière de l'aube, dépouillé de son glamour,
révélant les fissures dans les murs et l'usure des années, comme si le bâtiment lui-même savait qu'il n'avait plus à feindre la perfection. Auguste l'attendait à la porte de derrière, le même endroit où quelques jours plus tôt avait commencé son cauchemar. Mais cette fois, le chef avait une expression différente. Ce n'était ni de l'inquiétude, ni de la peur. C'était quelque chose qu'Hélène ne pouvait pas identifier complètement. Nostalgie, anticipation, culpabilité. « Merci d'être venue, mademoiselle Dubois. » Sa voix était plus douce que d'habitude. « Je sais qu'après tout ce qui s'est passé ici, cet endroit doit vous apporter de mauvais souvenirs. Les souvenirs ne m'effraient pas, chef. Ce qui m'effraie, c'est de ne pas connaître la vérité. » Auguste hocha lentement la tête et la guida à l'intérieur. Ils traversèrent la cuisine vide jusqu'à une petite pièce à l'arrière qu'Hélène n'avait jamais remarquée. C'était juste un placard de rangement rempli de boîtes poussiéreuses et de vieux ustensiles. « J'ai travaillé ici pendant 32 ans, dit Auguste en déplaçant des boîtes. Bien avant que les Delacroix n'achètent cet endroit, bien avant votre naissance. » Il s'arrêta devant une boîte métallique rouillée, cachée derrière des sacs de farine. « Quand j'ai rencontré votre mère, j'étais à peine un aide-cuisinier. Rose venait parfois avec Colette pendant qu'elle faisait des traductions pour un homme d'affaires qui dînait ici régulièrement. Votre mère était extraordinaire. Elle avait cette lumière que certaines personnes possèdent, cette capacité à faire en sorte que tous ceux qui l'entourent se sentent spéciaux. Vous étiez proches, nous étions amis, bons amis. Rose n'avait personne d'autre que Colette. Et moi, eh bien, j'étais seul au monde aussi. Nous nous comprenions. » Auguste ouvrit la boîte métallique avec une petite clé qu'il portait autour du cou. À l'intérieur se trouvait un paquet enveloppé dans un tissu jauni par le temps. La nuit avant que Rose ne disparaisse, elle est venue me voir. Elle était effrayée, mais aussi déterminée. Elle m'a dit qu'elle devait partir, qu'elle ne pouvait pas m'expliquer pourquoi, mais qu'elle avait besoin de me demander une faveur. Les mains d'Auguste tremblaient tandis qu'il déballait le paquet. Elle m'a donné ça. Elle m'a fait jurer de le garder jusqu'à ce que sa fille soit prête à le recevoir. Elle m'a dit « Quand Hélène sera forte, quand le monde ne pourra plus l'ignorer, alors tu sauras que c'est le moment. » À l'intérieur du paquet se trouvaient 3 objets. Une lettre scellée à la cire rouge, une petite photographie et un passeport. Hélène prit d'abord la photographie. On y voyait Rose, clairement enceinte, souriant à l'appareil avec une main sur son ventre. Au dos de la photo, d'une écriture élégante, était écrit « À mon Hélène, le jour où j'ai su que tu serais mon plus grand cadeau. » Les larmes commencèrent à couler avant qu'Hélène ne puisse les arrêter. Le passeport. Auguste désigna le document. « Regardez. » Hélène l'ouvrit de main tremblante. C'était un passeport français, et le nom qui y figurait n'était pas Rose Dubois, c'était Maggie Logan. « Votre mère avait une fausse identité, » expliqua Auguste. « Elle l'avait obtenue des mois avant de disparaître. Je crois qu'elle prévoyait de s'enfuir, de commencer une nouvelle vie loin des Delacroix. Mais alors, si elle avait tout préparé, pourquoi ne m'a-t-elle pas emmené avec elle? Cela, mademoiselle Dubois, je crois que la lettre l'explique. » Hélène regarda l'enveloppe scellée. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine la tenir. Toute sa vie, toutes les questions sans réponse, tous les vides de son cœur. Peut-être que les réponses étaient là, sur ce papier jauni, attendant d'être lues. Elle rompit le sceau avec précaution, comme si l'enveloppe pouvait se désintégrer à tout moment. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles écrites de la main de sa mère, la même écriture qu'elle avait vue dans la lettre que Colette gardait, l'écriture de Rose. Hélène commença à lire à voix haute, ayant besoin d'entendre les mots de sa mère remplir le silence. « Ma chère Hélène, si tu lis ceci, cela signifie que le moment est venu. Cela signifie que tu es forte, que tu es courageuse, que tu es tout ce que j'ai toujours su que tu serais. Il y a tant de choses que j'aurais aimé te dire en personne, tant de câlins que j'aurais aimé te donner, tant de nuits où j'aurais aimé être là pour te consoler quand tu pleurais. Mais la vie m'a obligé à choisir, et j'ai choisi ta sécurité plutôt que mon bonheur. Aurélien Delacroix est ton père. Je ne sais pas si tu le sais déjà quand tu liras ceci, mais j'ai besoin que tu le comprennes de mon point de vue. Je l'ai aimé, Hélène. Je l'ai aimé de tout mon cœur naïf et lui, à sa manière, m'a aussi aimé. Mais l'amour des hommes, comme lui, a toujours des limites, et ces limites sont le pouvoir et l'argent. Quand je suis tombée enceinte, Aurélien m'a offert de l'argent pour disparaître. J'ai refusé. Je voulais qu'il te reconnaisse, qu'il te donne ta place. J'ai été stupide de penser que son amour était plus fort que son ambition. Alors sa femme Geneviève a tout découvert et elle n'était pas comme Aurélien. Elle était dangereuse. Elle m'a directement menacé. Elle m'a dit que si je ne disparaissais pas, elle s'assurait que quelque chose de terrible t'arrive. À mon bébé, à mon Hélène. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je ne pouvais pas te mettre en danger. Alors j'ai fait un marché. Je partirai, je disparaîtrai pour toujours. En échange, Geneviève a promis qu'il ne te toucherait jamais, qu'il te laisserait vivre en paix avec ta grand-mère. Aurélien a accepté le marché, mais à une condition. Je ne pouvais pas t'emmener avec moi. Il disait que tu étais de son sang,
qu'il ne permettrait pas à sa fille de grandir dans la pauvreté dans un pays étranger. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie, Hélène. Te laisser, c'était comme m'arracher le cœur de la poitrine. Mais je l'ai fait parce que je t'aimais plus que ma propre vie. Je t'ai laissé avec Colette parce que je savais qu'elle t'élèverait avec amour, avec des valeurs, avec la force que je n'ai pas pu te donner directement. Je suis parti en France, j'ai pris une nouvelle identité, j'ai construit une nouvelle vie, mais jamais, pas un seul jour, je n'ai cessé de penser à toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de rêver du moment où je pourrais te revoir. Il y a des années, quand j'ai appris qu'Aurélien était mort, j'ai pensé à revenir. Mais Maximilien contrôlait déjà tout, et il était pire que son père, plus cruel, plus impitoyable. J'avais peur de ce qu'il pourrait te faire si j'apparaissais. Alors j'ai attendu. J'ai attendu que tu sois assez forte pour les affronter. J'ai attendu que le monde voie qui tu es vraiment. Et si tu lis ceci, cela signifie que ce moment est venu. Hélène, mon amour, ma vie, ma raison d'être. Je suis vivante. J'ai été vivante toutes ces années à t'attendre. Et si tu veux me trouver, si tu veux me connaître, si tu peux me pardonner de t'avoir laissé, il y a un endroit à Paris, un petit café à Montmartre, appelé le Refuge de Sam. J'y vais tous les dimanches matins depuis 20 ans. Je commande toujours la même chose, un café au lait et un croissant. Je m'assois toujours à la même table près de la fenêtre, et toujours, je regarde vers la porte, attendant le jour où ma fille entrera. Je t'aime, Hélène. Je t'ai aimé dès le moment où j'ai su que tu existais. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Ta mère, Rose. Hélène finit de lire, et le silence qui suivit fut absolu. Les larmes coulaient sur son visage sans contrôle, tombant sur le papier, se mêlant aux mots qui avaient attendu plus de 2 décennies pour être lus. Auguste pleurait aussi, sans honte, sans essayer de le cacher. « Elle est vivante !» murmura Hélène. « Ma mère est vivante. Elle l'a toujours été, mademoiselle Dubois, vous attendant, vous aimant de loin. » Hélène serra la lettre contre sa poitrine, sentant comme si les bras de sa mère l'enveloppaient à travers le temps et la distance. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Camille. « Hélène, nous avons le mandat. Ils ont ouvert le coffre-fort des Delacroix, et nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir d'urgence. Quelque chose sur votre mère, quelque chose que Maximilien a caché pendant des années. » Hélène regarda Auguste, puis la lettre, puis le passeport, avec le nom de Maggie Logan. « J'y vais. » Parce que la lettre de sa mère avait répondu à de nombreuses questions, mais ce qui l'attendait dans ce coffre-fort allait révéler que l'histoire de Rose Dubois était bien plus complexe que quiconque ne l'avait imaginé, et que le voyage d'Hélène ne faisait que commencer. Le coffre-fort des Delacroix contenait des décennies de secrets, des documents de corruption, des contrats illégaux, des preuves d'affaires louches qui auraient fait trembler n'importe quel empire commercial. Mais rien de tout cela n'importait pour Hélène à ce moment-là. Ce qui importait, c'était une enveloppe Kraft avec son nom écrit d'une écriture qu'elle reconnaîtrait maintenant n'importe où. L'écriture de sa mère. Camille la lui remit avec des mains précautionneuses. Maximilien l'a gardée ici il y a des années. Apparemment, Rose a envoyé cette lettre à Aurélien peu avant sa mort, lui demandant de la remettre à sa fille. Il ne l'a jamais fait, et Maximilien a décidé de l'enterrer avec tous les autres secrets de sa famille. Hélène ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille et une photographie récente. Sur l'image, on voyait une femme aux cheveux grisonnants, aux yeux brillants et un sourire qui était exactement le sien. Rose, sa mère, vivante, réelle, l'attendant. La lettre était brève. « Ma Hélène, si un jour tu lis ceci, je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de me battre pour toi. Chaque année, pour ton anniversaire, j'ai envoyé des lettres à ton père lui demandant de te les remettre. Il ne l'a jamais fait, mais je continue d'attendre. J'attendrai toujours. Le refuge de Sam chaque dimanche, jusqu'à ce que mon cœur cesse de battre. Je t'aime, maman. » Hélène regarda Camille puis Auguste, qui était venu avec elle, et prit finalement une décision qui allait changer sa vie pour toujours. « J'ai besoin d'aller à Paris. » Le vol dura des heures qui parurent des éternités. Colette ne put voyager en raison de son état de santé, mais insista pour qu'Hélène y aille. « Va, ma petite, » lui avait-elle dit à l'hôpital, serrant ses mains. « Va chercher ma Rose. Dis-lui que je lui pardonne. Dis-lui que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et ramène-la à la maison. » Camille s'occupa de tout. Les billets, l'hôtel, les contacts en France qui aideraient si quelque chose tournait mal. Le reportage sur les Delacroix pouvait attendre. C'était plus important. C'était un dimanche quand Hélène arriva à Montmartre. Les rues pavées brillaient sous un soleil de printemps. Des artistes peignaient au coin des rues. Des musiciens jouaient des mélodies qui flottaient dans l'air comme des promesses. Et là, dans une petite rue étroite, se trouvait le café que sa mère avait mentionné, le refuge de Sam, le refuge des âmes. Hélène s'arrêta devant la porte, son cœur battant si fort qu'elle pensa que tout le monde autour d'elle pouvait l'entendre. Et si sa mère n'était pas là,
Et si elle avait cessé d'y aller? Et si après tant d'années elle ne voulait plus être retrouvée? Mais alors elle se souvint des mots de Colette. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est d'agir malgré elle. Elle poussa la porte, entra. Le café était petit, accueillant, avec des murs couverts de photographies anciennes et l'arôme de café fraîchement moulu emplissant chaque recoin. Il y avait peu de monde à cette matinée. Une femme aux cheveux argentés regardait la rue avec l'expression de quelqu'un qui a attendu toute une vie. Hélène ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer, ne pouvait rien faire d'autre que de regarder cette femme qui était sa mère, qui avait tout sacrifié pour la protéger, qui avait passé plus de 2 décennies à attendre ce moment. Alors Rose tourna la tête, leurs yeux se rencontrèrent et le monde s'arrêta. Rose porta une main à sa poitrine, comme si son cœur menaçait de sortir. Ses lèvres tremblaient, formant un mot qui ne parvenait pas à être prononcé. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, tandis qu'elle se levait lentement, sans quitter Hélène des yeux. Hélène. Sa voix était à peine un murmure. Mon Hélène. Maman. Ce seul mot brisa la digue qui contenait des décennies de douleur, d'absence, d'amour inexprimé. Rose courut vers sa fille et l'enveloppa dans une étreinte qui semblait vouloir récupérer tous les câlins perdus, tous les baisers du soir, toutes les larmes qu'elle n'avait pas pu sécher. Mon bébé. Rose sanglotait. Mon beau bébé, tu es enfin venu. Hélène pleurait aussi, s'accrochant à sa mère comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Je t'ai trouvé, maman. Je t'ai trouvé. Elles restèrent enlacées pendant des minutes qui parurent des heures, tandis que les autres clients du café observaient, émus, sans comprendre complètement ce qu'ils voyaient, mais ressentant l'ampleur du moment. Quand elles se séparèrent enfin, Rose prit le visage d'Hélène entre ses mains, étudiant chaque détail comme si elle voulait mémoriser chaque ligne, chaque expression. « Tu es magnifique », murmura-t-elle, « plus belle que je n'aurais jamais imaginé. Et ses yeux. Tu as mes yeux et ton sourire, selon grand-mère Colette. Comment va ma mère ? Elle t'attend, elle est malade, mais elle se bat. Elle veut te voir, maman. Elle veut que tu rentres à la maison. » Rose ferma les yeux, de nouvelles larmes s'échappant. « Elle peut me pardonner? Après l'avoir abandonnée? Elle t'a déjà pardonné il y a longtemps. Elle veut juste te serrer dans ses bras une dernière fois. » Elles s'assirent ensemble à la table près de la fenêtre. La même table où Rose avait attendu pendant 20 ans. Et elles parlèrent pendant des heures, partageant des histoires, comblant les vides, construisant des ponts sur l'abîme de temps qui les avait séparés. Rose raconta sa vie à Paris, comment elle avait travaillé comme traductrice en utilisant les langues que Colette lui avait enseignées, comment elle avait construit une vie petite mais digne, comment chaque dimanche elle venait à ce café dans l'espoir de voir sa fille entrer par cette porte. Hélène raconta sa vie, comment Colette l'avait élevée avec un amour inébranlable, comment elle avait appris 7 langues en écoutant sa grand-mère, comment elle avait travaillé comme serveuse, été humiliée et finalement trouvé sa voie. Tu as répondu en allemand? Rose rit en larmes quand Hélène raconta l'histoire. Bien sûr que tu l'as fait. Tu es ma fille et la petite fille de Colette, les 2 femmes les plus fortes que je connaisse. Quand le soleil commença à se coucher sur Paris, peignant le ciel de tons dorés et rosés, Rose prit les mains d'Hélène. Et maintenant? Maintenant tu rentres à la maison avec moi. Grand-mère a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il n'y a plus personne à fuir, maman. Les Delacroix sont finis. Maximilien et Cédric feront face à la justice pour tout ce qu'ils ont fait, et toi, tu mérites de récupérer ta vie. Rose regarda par la fenêtre les rues de la ville qui avaient été son refuge pendant si longtemps. J'ai passé plus de 20 ans à fuir, Hélène, à me cacher, à vivre à moitié, parce que l'autre moitié de mon cœur était avec toi. Je peux vraiment revenir? Je peux vraiment recommencer? Non, pas recommencer, maman. Continuez. Continuez là où ils nous ont injustement séparés. Continuer d'être une famille. Quelques semaines plus tard, à l'aéroport de la capitale, Colette attendait dans un fauteuil roulant, entourée de Camille, d'Auguste et de l'équipe médicale, qui avait insisté pour l'accompagner. Quand les portes des arrivées internationales s'ouvrirent et qu'Hélène apparut, tenant par le bras une femme aux cheveux argentés, le cri qui échappa à Colette fut purement animal. Le son d'une mère retrouvant sa fille perdue. Rose courut vers elle, s'agenouillant devant le fauteuil roulant, prenant les mains de sa mère. « Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir laissée. Pardonne-moi pour tout. » Colette la serra dans ses bras avec le peu de force qu'il lui restait, mais avec tout l'amour qu'elle avait gardé pendant des décennies. « Il n'y a rien à pardonner, ma petite. Tu es là, tu es vivante. C'est tout ce qui compte. » Hélène observait la scène, les larmes coulant sur ses joues. 3 générations de femmes du bois enfin réunies. 3 femmes qui avaient survécu à des pertes impossibles, à des injustices terribles et à des séparations cruelles, mais qui ne s'étaient jamais cessé d'aimer. Camille publia son reportage quelques semaines plus tard. L'histoire des Delacroix et de leur chute fit la une des journaux nationaux pendant des mois. Maximilien et Cédric furent condamnés pour de multiples chefs d'accusation, perdant non seulement leur liberté,
mais tout l'empire qu'ils avaient bâti sur des mensonges et de la cruauté. L'hôpital Sainte-Marie fut sauvé grâce à une coalition d'investisseurs éthiques que Camille avait aidé à réunir. Colette put poursuivre son traitement sans souci, entourée maintenant de sa fille et de sa petite-fille. Hélène reçut des offres d'emploi d'agences de traduction internationale, d'universités prestigieuses et d'organisations humanitaires qui voulaient profiter de son don pour les langues, mais elle choisit autre chose. Elle fonda une école de langue gratuite pour les jeunes défavorisés, enseignant de la même manière que Colette l'avait fait pour elle, avec patience, avec amour, avec la certitude que la connaissance est l'arme la plus puissante contre l'injustice. Elle l'appela « École Rose Colette Dubois ». Un après-midi de printemps, Hélène était assise dans le jardin de sa nouvelle maison, observant sa mère et sa grand-mère converser sous l'ombre d'un arbre. Colette riait de quelque chose que Rose disait, un son qu'Hélène pensait ne jamais entendre. Rose remarqua son regard et lui sourit, lui tendant la main. « Viens ici, ma petite, assieds-toi avec nous. » Hélène les rejoignit, s'asseyant sur l'herbe entre les deux femmes qu'elle aimait le plus au monde. « Vous savez ce que j'ai appris de tout ça ?» dit-elle doucement. « Quoi, mon amour ?» demanda Colette. « Que la langue la plus importante n'est pas l'allemand, ni le français, ni aucune des 7 que je parle. La langue la plus importante, c'est l'amour. Et celle-là, je l'ai apprise de vous. » Rose et Colette échangèrent un regard, leurs yeux brillants de larmes de bonheur. « Et tu la parles parfaitement, ma petite. » Rose embrassa son front. « Tu la parles parfaitement. » Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel des mêmes tons dorés et rosés qu'Hélène avait vus à Paris le jour où elle avait retrouvé sa mère. Mais maintenant, ces couleurs avaient une signification différente. Elles n'étaient plus la fin d'une journée. Elles étaient le début d'une nouvelle vie. Une vie où 3 femmes que le monde avait tenté de séparer étaient enfin réunies. Une vie où la vérité avait triomphé des mensonges. Une vie où l'amour avait vaincu le pouvoir. Et cette vie, Hélène le savait avec une certitude absolue, était la meilleure fin qu'elle aurait jamais pu imaginer, car ce n'était pas vraiment une fin, c'était le début de tout ce qui aurait toujours dû être.